Les conseils d'un notaire, c'est toujours bon à prendre, hein. Puis là, si vous habitez chez votre conjoint, comment êtes-vous protégé s'il décède? Explication tout de suite. Alors, la mort du conjoint marque le début d'une épreuve évidemment très douloureuse. Au chagrin s'ajoutent souvent de nombreux problèmes administratifs, financiers et parfois familiaux. C'est donc important de se protéger. Bonjour François Gauthier. Bonjour Valérie. Vous êtes notaire à Reims. Comment se protéger si l'on vit chez son conjoint, mais on n'est ni propriétaire, on n'est ni locataire, on vit chez lui et il décède? Alors là, on risque de se retrouver dans une situation très précaire parce que la loi ne protège pas forcément la personne qui vit chez son compagnon, chez son conjoint. Tout va dépendre de sa situation familiale, savoir s'il est en simple concubinage, s'il est pacsé ou s'il est marié. Et puis si la personne est propriétaire ou la personne est locataire. Alors lorsque l'un des concubins propriétaires du logement décède, le survivant, est-ce qu'il peut se maintenir justement dans les lieux? Parce que s'il est propriétaire, il y a peut-être des enfants qui vont vouloir vendre, évidemment. Ou s'il est en location, le bail n'est pas fait à son nom. Est-ce que en faisant un papier avant, c'est possible? Alors, tout va dépendre de la situation de famille. Les personnes les moins protégées sont les concubins. Si votre compagnon vient à disparaître, vous n'avez aucune protection, la loi ne vous protège pas, même si vous avez eu des enfants avec cette personne, qu'elle décède, vous n'êtes pas protégé. Donc vous vous retrouvez en situation de grande précarité. La seule petite protection que vous pouvez avoir, c'est si vous étiez en location, enfin si votre compagnon était en location et que vous pouvez prouver que vous êtes en concubinage depuis plus d'1 an, là, vous pouvez demander le transfert du bail à votre profit. Mais ça, c'est pour les locataires. Si votre compagnon était propriétaire, là, vous n'avez aucune protection. Alors, prouver, parce que souvent, prouver si c'est les factures sont au nom du conjoint, souvent. Voilà, donc, ou d'avoir déclaré des son attestations, adresse. Voilà, des choses une comme ça. attestation, Ouais, ça, on peut le prouver aisément. Okay. Alors ensuite, on peut se protéger en faisant un testament. Ouais. Là, de préférence avec son notaire, pour qu'il soit bien rédigé. Il y a des mentions obligatoires à respecter, donc il faut qu'il y ait une rédaction assez précise. Oui, et ça, je reviens sur justement ces documents et ces testaments. Il vaut mieux le faire chez le notaire, parce que si on le fait, qu'on le laisse dans une maison, qu'on décède et que les enfants ne sont pas d'accord sur ce qui est noté dessus, c'est vrai. Bien sûr. La famille ou quelqu'un... Il y a 2 raisons pour faire appel à son notaire. Déjà, bien le rédiger, il y a des mentions obligatoires. Donc, et une formulation qui est spécifique, donc ça, il faut le faire avec son notaire. Et ensuite, comme vous l'évoquiez, il y a la conservation. Si vous gardez le testament chez vous, il peut être détruit. S'il tombe dans des mains indélicates, il peut être détruit. Chez le notaire, il sera conservé dans un coffre. Et surtout, il sera communiqué à un fichier national qui permet que quand la succession est ouverte, même chez un autre notaire, le notaire interrogera ce fichier et verra qu'il y a eu un testament chez un de ses confrères et il pourra en avoir communication. Alors, donc, on explique qu'en faisant un testament, normalement, la personne est protégée, même si elle n'est pas mariée? Même si elle n'est pas mariée, on peut organiser cette protection. Elle sera limitée s'il a des enfants, mais on peut néanmoins organiser un minimum de protection. En revanche, il y aura un problème fiscal. Si la personne n'est ni pacsée ni mariée, là, il y aura une taxation qui sera importante, parce que quand on n'est ni marié ni pacsé, on est considéré comme étranger à la succession. Fiscalement, il y a une taxation importante. C'est incroyable, même avec des années de vie pour certains. Voilà. C'est terrible. Alors, pour être plus protégé, il y a le PACS. Alors là, le PACS, même sans testament, on a un minimum de protection. On peut rester pendant 1 an dans le logement de son partenaire décédé sans avoir rien à payer aux héritiers. On a une protection de 1 an. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Ensuite, on peut prévoir plus en faisant également un testament. Et là, l'avantage du PACS, c'est que avec un testament, il n'y aura pas de droit de succession parce que les partenaires, comme les couples mariés, sont exonérés de droit de succession. Donc ça, c'est très important. D'accord, donc le PACS est intéressant. C'est intéressant. Et puis ensuite, la meilleure protection, c'est le mariage, où là, il n'y aura même peut-être pas besoin de testament. Le mariage organise une protection du conjoint, notamment par un droit d'usage viager, donc pour toute votre vie, un droit d'usage sur le logement conjugal. Donc là, vous poussez nos téléspectateurs à se marier. On ne peut pas, là, actuellement, pas trop. Non, on ne peut pas. Faut attendre encore un peu. C'est à eux de faire leur choix, mais c'est la meilleure protection. Exactement. Alors, en cas de location, si le défunt, concubin ou pacsé, avait seul signé le bail d'habitation, là... Alors, pour le concubin, comme je disais, il faut justifier d'1 an de concubinage. Pour le partenaire ou pour un mariage, là, il n'y a pas d'antériorité.
même si vous êtes marié récemment, là, vous avez un droit au transfert du bail à votre profit. Là, c'est automatique. Et pour le partenaire, la même chose. Bon, transfert du bail automatique. Il faut vraiment se renseigner, il ne faut pas laisser, évidemment, cette situation. Une question, si par exemple, le conjoint qui est décédé est propriétaire, la personne vit depuis des années avec sans être mariée, sans être pacsée, par exemple, voilà, elles sont des seniors, elles tombent malades, il faut aller en maison de retraite par exemple. Comment ça fonctionne? Est-ce que cette personne a droit de mettre en location la maison ou l'appartement pour avoir justement un peu de bénéfices et pour pouvoir payer des retraites, vous savez, des revenus? Oui, tout à fait. Alors tout va dépendre de la protection qui aura été organisée en amont, avec le testament notamment. Si effectivement on a prévu un droit d'usufruit pour le survivant, eh bien, l'usufruit permet d'occuper soi-même l'appartement ou la maison ou de la mettre en location et de percevoir les loyers. Voilà, avec un droit d'usufruit, on peut le faire. Bon, il faut vraiment se renseigner. Et ça, c'est vraiment sur la maison principale. S'il y a une maison de vacances, une résidence secondaire, là, ça fonctionne ou pas? Alors, si le testament le prévoit, le testament, là, c'est à géométrie variable. On peut prévoir que ce soit uniquement sur la résidence principale, mais on peut aussi organiser des droits au profit de son partenaire ou de son conjoint sur les résidences secondaires ou sur les appartements qui seraient mis en location déjà, pour que votre conjoint survivant ait le droit à avoir des loyers. Donc là, c'est possible. C'est possible, il faut que le testament l'organise. Bon, les personnes n'y pensent pas souvent et il faut vraiment aller se renseigner, prendre un jour du temps pour aller se renseigner chez un notaire. De sensibiliser nos clients quand on les voit à l'occasion d'un achat immobilier, on les sensibilise, notamment pour les personnes qui ne sont pas mariées ou pas pacsées, sur le risque qu'il y a d'acheter ensemble ou que l'un des deux achète et de pouvoir se protéger mutuellement. D'accord. Et justement, on le fait régulièrement. Vous venez régulièrement pour en parler, pour parler de différents sujets, hein, évidemment, et pour venir vous rencontrer et rencontrer tous les notaires qui sont en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Merci d'être venu sur ce plateau, François Gauthier. Merci à vous.